terrifiant. Il est 2 heures du matin. La Manche, au large de Calais, est si silencieuse qu'elle semble profondément endormie. Seul le clapotis des petites vagues frappant la coque du patrouilleur de la gendarmerie maritime résonne doucement, comme une longue respiration régulière. Le ciel est encore d'encre. Une demi-lune est voilée par de fins nuages. Sur le pont du navire, les gendarmes montent la garde, l'œil vif. Ils sont habitués au calme nocturne de la mer. Mais cette nuit-là est différente. Quelque chose semble étrange. Le radar du navire, qui n'affiche habituellement que les points des pêcheurs locaux, se met soudain à vibrer et met en évidence une étrange marque verte. Le point se déplace lentement, ni vers la terre, ni vers le large, tournant simplement en rond sans but. Comme si un navire sans âme flottait tel une ombre fantomatique au milieu des ténèbres. Le commandant du patrouilleur, le capitaine de corvette Antoine Dubois, fronce les sourcils. Il sait que son instinct ne le trompe jamais. Quelque chose ne va pas. D'une voix ferme, il ordonne à l'équipage, approcher la cible, allumer les feux de signalisation, préparer le haut-parleur. L'ordre est accueilli par les mouvements rapides des gendarmes. Le projecteur est allumé, signalant au navire étranger de s'arrêter. Du haut-parleur retentit l'appel officiel demandant son identité et son autorisation de naviguer. Mais au lieu de s'arrêter, le navire, long d'environ 15 mètres, tangue un instant avant de tenter de s'enfuir. Le moteur rugit bruyamment. Des éclaboussures d'eau jaillissent. Mais cela ne dure qu'un instant. Soudain, le bruit du moteur se coupe. L'obscurité reprend ses droits. Le patrouilleur s'approche rapidement. Le faisceau du projecteur perce l'obscurité et 3 silhouettes apparaissent clairement sur le pont. Leurs corps tremblent. Leurs visages sont livides, comme s'ils venaient de voir la mort. Le commandant Dubois élève la voix. « Qui êtes-vous ? D'où vient ce navire ?» La réponse vient d'une voix hésitante. Le capitaine, Pierre Martin, 48 ans, originaire de Marseille. 2 membres d'équipage nommés Luc Bernard, de Lyon, et Julien Moreau, de Brest. Les papiers de navigation qu'il présente semblent suspects. Les chiffres et les lettres ont été grattés, comme s'ils avaient été délibérément modifiés. L'air sur le pont du navire devient de plus en plus tendu. Plusieurs gendarmes se regardent. Leur cœur pressent un mauvais présage. Le commandant Dubois ne veut pas perdre de temps. Verifiez la cale refrigerée. Tous les regards se tournent vers la porte d'acier fermée à double tour. 2 gendarmes s'avancent pour ouvrir la lourde serrure. Dès que la porte d'acier coulisse, un grincement strident se fait entendre. Il est suivi d'une bouffée d'air glacial mêlée à une odeur pénétrante. Ce n'est pas l'odeur habituelle du poisson frais, mais un arôme étrange qui oppresse la poitrine. Une odeur qui ressemble à un mélange de glace en décomposition et à quelque chose de bien plus terrifiant. Plusieurs gendarmes se couvrent instinctivement le nez. Leurs visages se crispent. Les lampes torchées sont dirigées vers l'intérieur. On y voit des blocs de glace durement congelés. Entre les blocs de glace sont soigneusement rangés de grands sacs en plastique noir. Trop grands pour être de simples sacs de produits de la mer. Comme des blocs mystérieux, froids et silencieux. Un gendarme courageux s'approche. Avec un couteau pliant, il déchire le coin d'un des sacs. En quelques secondes, le silence se transforme en une horreur indescriptible. De derrière le plastique noir, une main humaine sort. Pale, rig-eyed, jelly. Tout le monde se tait. Les cœurs battent la chamade. Comme si le monde s'était arrêté de tourner. Un autre sac est ouvert. Puis le suivant. Et la réalité qui se révèle brise le cœur de chacun. Pas de poissons, pas de fruits de mer, mais les corps de jeunes femmes sans vie, forcées de se recroqueviller, empilés comme de la marchandise. Au total, 17 corps sont découverts. Leur peau est bleuie, leur visage sans lumière, leurs yeux fermés dans une éternité froide. Les gendarmes, habitués à affronter les menaces en mer, ne peuvent cette fois que baisser la tête, la mâchoire serrée. Certains serrent les poings, d'autres restent silencieux, les yeux embués. Sur le pont du navire, l'air est lourd. Comme si chaque bouffée d'air portait le deuil. Le capitaine Dubois se tient raide. Ses yeux fixent intensément le capitaine et l'équipage du bateau. Sa voix est lourde d'émotions contenues. Ce n'est plus un bateau de pêche, c'est un navire rempli d'âme. Verrouillez immédiatement toute la zone. Personne ne sort, personne n'entre. Rapportez immédiatement à la base. La radio Gresille. Un rapport d'urgence est envoyé à la préfecture maritime et à la police judiciaire de l'île. En quelques minutes, une opération spéciale est lancée. Cette nuit-là, au milieu de la Manche calme au large de Calais,
une sombre histoire vient d'être découverte. Un cauchemar qui ne s'effacera jamais de la mémoire de ceux qui en ont été témoins. Pendant ce temps, dans un village côtier non loin du port, un vieux pêcheur nommé Jacques répare ses filets sur la terrasse de sa maison sur pilotis. De loin, il voit les lumières du patrouilleur balayer le ciel sombre. Son cœur s'interroge. Habituellement, les patrouilleurs ne font que passer sans bruit. Cette nuit est différente. Il ne sait pas que ce qu'il voit depuis la plage sera le début d'une affaire majeure dont parlera bientôt tout le pays. Pour les gendarmes, la nuit n'est généralement qu'une affaire de vagues, d'étoiles et de vent. Mais cette nuit-là, ils sont confrontés à la plus amère des réalités. Derrière l'obscurité de la mer, il y a des êtres humains qui traitent leurs semblables plus cruellement que des bêtes. Et à partir de ce moment, cette affaire n'est plus une simple inspection de navire. Elle devient le début d'une enquête majeure qui sera bientôt connue sous le nom de code, Opération 924N. Une opération qui révélera le vrai visage du trafic d'êtres humains le plus cruel dans les eaux françaises. Le vent marin de l'aube transperce la peau. Froid, mais portant toujours l'arôme salé caractéristique des eaux de la Manche. Le patrouilleur de la gendarmerie maritime est maintenant entièrement collé au flanc du navire mystérieux qui tentait de fuir. Le grand projecteur illumine chaque recoin, empêchant les 3 hommes sur le pont de se cacher. Ils se tiennent là, figés, le corps tremblant. Leurs visages sont si pâles qu'ils semblent vidés de leur sang. Le capitaine de corvette Antoine Dubois s'avance. Sa voix résonne fort entre les bruits des vagues. Les mains en l'air. Ne bougez pas. L'équipage du patrouilleur lève promptement ses armes. Prêt à toute résistance. Mais les 3 hommes ne résistent pas, ils restent juste raides, se regardant avec des yeux remplis de peur. L'un d'eux, un peu corpulent avec des cheveux grisonnants, ose parler. Je m'appelle Pierre Martin. Je suis le capitaine de ce navire, de Marseille. Sa voix est rauque, comme étranglée par l'anxiété. À côté de lui, un homme à la peau mate se présente en bégayant. Je suis Luc Bernard, de Lyon. Tandis que le plus jeune, au visage émacié et visiblement nerveux, se contente de dire « Julien Moreau. De Brest. » Le capitaine Dubois tend la main pour demander les documents du navire. Pierre sort rapidement une chemise en plastique usé, contenant les papiers de navigation. Antoine l'ouvre, l'examine attentivement. Ses sourcils se froncent immédiatement. L'encre à certains endroits est floue, comme si elle avait été grattée et réécrite. Le numéro d'immatriculation du navire ne semble pas non plus authentique. D'autres gendarmes inspectent la coque du navire. Le numéro d'identification, qui est habituellement clairement visible, est flou. Comme s'il avait été délibérément effacé. Tous ces signes renforcent les soupçons. Le capitaine Dubois regarde fixement Pierre. Vous pensez que nous ne pouvons pas faire la différence entre de vrais et de faux documents? Quelle est la véritable cargaison de ce navire? Pierre est décontenancé, ses yeux cherchent une excuse. Juste du poisson congelé, mon capitaine. Nous sommes de petits pêcheurs, on nous a confié la prise de quelqu'un d'autre. Il n'y a rien d'étrange. Ces mots sonnent faux. Peu convaincants. Luc hoche la tête rapidement, comme pour confirmer la déclaration du capitaine. Pendant ce temps, Julien, le plus jeune, ne fait que baisser la tête. Son visage est pâle, ses lèvres tremblent. Sur le pont du patrouilleur, l'atmosphère tendue s'intensifie. Les gendarmes échangent des regards. Leur instinct leur dit que quelque chose de bien plus grave est caché. Le commandant Dubois décide de ne pas croire un seul mot de ce qu'ils disent. Il sait très bien que les coupables essaient généralement de se couvrir avec des réponses brèves et précipitées. D'un ton ferme, il donne un ordre, préparez l'équipe d'inspection. Nous vérifions le contenu de la cale réfrigérée maintenant. Les 3 hommes devant lui paniquent aussitôt. Pierre fait un pas en avant, essayant de l'arrêter. Ce n'est pas la peine, mon capitaine. C'est juste du poisson pour le marché. Si vous ouvrez, la glace va fondre, la marchandise sera abîmée. Cette déclaration ne fait qu'ajouter aux soupçons. Le capitaine Dubois le fixe sans ciller, puis fait signe de la main. 2 gendarmes se dirigent immédiatement vers la porte de la cale en acier. Pendant ce temps, les autres surveillent de près les 3 hommes, qui semblent maintenant trembler de plus en plus. Ces secondes semblent durer une éternité. Le bruit de la serrure en acier contourne. Le grincement de la porte résonne fort dans le silence de la nuit. Tous ceux qui sont sur le pont retiennent leur souffle. Pierre se couvre le visage avec ses mains. Luc recule d'un pas. Julien manque de tomber, ses genoux flageolent. Lorsque la porte d'acier commence à s'ouvrir, un air glacial s'en échappe, faisant se hérisser les poils. L'odeur étrange frappe immédiatement, piquant le nez.
Ce n'est pas l'arôme du poisson frais comme il le prétendait. Plusieurs gendarmes reculent instinctivement d'un demi-pas, se couvrant le nez avec leurs bras. Dans le silence, le cœur de chacun semble crier. Qu'est-ce qu'ils transportent vraiment dans ce navire? Pourquoi ces trois hommes ont-ils si peur? Le capitaine Dubois se redresse, retenant un malaise dans sa poitrine. Il sait qu'ils vont bientôt être témoins de quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Et en effet, dès que les lampes torchées sont dirigées à l'intérieur de la cale, la terrible vérité commence à se révéler. La nuit, qui n'était que étrange, se transforme maintenant en cauchemar. Le navire, initialement soupçonné d'être un simple bateau de pêche illégal, s'avère garder le plus sombre des secrets derrière des couches de glace congelées. Les gendarmes échangent un regard. Ils savent qu'à partir de cet instant, cette affaire n'est plus une petite affaire. C'est la porte d'entrée vers une immense tragédie qui secouera le cœur de nombreuses personnes. La lourde porte d'acier est maintenant grande ouverte. L'air froid, mêlé à cette odeur étrange, se répand, de plus en plus piquant, jusqu'à la gorge. Les gendarmes se regardent. Leurs yeux sont remplis de doute et de peur face à la vérité qui va bientôt être révélée. Le capitaine Dubois fait signe d'un hochement de tête. Les lampes torchées sont dirigées à l'intérieur de la cale, perçant les couches de glace soigneusement empilées comme de petites montagnes. Derrière les tas de glace, on aperçoit plusieurs grands sacs en plastique noir. Ils sont disposés en couches, si méthodiquement. Comme s'il ne s'agissait pas d'une simple cargaison de pêcheurs. Un jeune gendarme, le second maître Yannick Lemoine, s'avance, le visage tendu. Il sort le couteau pliant de sa ceinture. Sa main tremble légèrement. Avec précaution, il enfonce la pointe du couteau dans l'un des sacs et déchire une petite partie. La seconde suivante, tout le pont est plongé dans un silence de mort. De la déchirure, une main humaine sort. Rigide, pâle, bleuie. Les doigts gelés, sans vie. Le second maître Lemoine recule en chancelant. Son visage est livide. Tout le navire est silencieux. Seul le bruit des petites vagues se fait encore entendre faiblement. Comme si l'océan lui-même était en deuil. Plusieurs autres gendarmes se couvrent la bouche, retenant la nausée qui monte. Le capitaine Dubois s'avance, fixant le morceau de corps. Sa voix est basse mais ferme. Ouvrez tout. Son ordre résonne comme un coup de tonnerre dans la nuit. Le deuxième sac est ouvert. Puis le troisième. Les corps de jeunes femmes commencent à apparaître, congelés dans des positions fétales. Comme si elles avaient été forcées d'entrer dans un espace étroit. Leurs visages sont pâles, leurs lèvres bleuies. Leurs yeux sont fermés dans un silence éternel. L'atmosphère sur le pont se transforme en un océan de tristesse. Les gendarmes, habitués à affronter les tempêtes, les contrebandiers et même les pirates, sont cette fois-ci muets, incapables de dire un mot. Certains baissent la tête, d'autres serrent les poings si fort que leurs jointures blanchissent. Un par un, les sacs sont sortis de la cale. Leur nombre augmente. Le décompte s'arrête à 17. 17 corps de jeunes femmes, tous congelés. Empilés comme de la marchandise sans vie. Elles auraient dû être en vie, rire et rêver. Mais il ne reste plus que des corps froids et silencieux. Julien Moreau, le plus jeune membre de l'équipage, s'effondre sur le plancher du pont. Ses deux mains couvrent son visage, ses épaules sont secouées de sanglots. Luc Bernard tremble en marmonnant à voix basse. On ne distingue pas ce qu'il dit. Quant à Pierre Martin, il se tient raide, le visage livide, les yeux vides fixant le lointain, comme si toute son énergie l'avait quitté. Le capitaine Dubois prend une longue inspiration, sa poitrine est serrée. En lui-même, il se dit, cette nuit, une sombre page de l'histoire s'écrit sur les mers de notre pays. Il regarde ces gendarmes alignés sur le côté du navire, puis dit d'une voix tremblante mais digne, n'oubliez jamais ces visages. Ce ne sont pas des chiffres. Ce sont des êtres humains. Un gendarme plus âgé, le maître Henri Duval, regarde les corps, les yeux humides. Il pense à sa fille à la maison, qui a à peu près le même âge que les victimes. Son cœur se brise à l'idée que l'un de ces corps pourrait être celui de sa propre fille. Pendant ce temps, au loin, les lumières du port de Calais clignotent faiblement. Le monde sur la terre ferme est probablement encore endormi. Ignorant qu'au milieu de la mer, 17 vies ont été retrouvées congelées. D'autres gendarmes commencent à documenter, à photographier, à prendre des notes et à établir un périmètre de sécurité. Toutes les procédures sont suivies, mais leurs cœurs sont lourds. L'odeur froide mêlée à celle de la mort continue de piquer, rendant la nuit plus longue que d'habitude. Le capitaine Dubois donne un nouvel ordre, verrouiller tout le navire. Ne laissez personne s'approcher. Contactez la base, demandez un soutien complet. Ce soir,
nous sommes confrontés à un crime bien plus grave qu'une simple contrebande. La radio crépite. Un rapport d'urgence est transmis à la police judiciaire de Lille. L'atmosphère sur le pont devient encore plus silencieuse. On n'entend que les sanglots étouffés de quelques gendarmes qui tentent de rester forts. Dans le cœur de chacun, une grande question se pose. Qui sont-elles? D'où viennent-elles? Et qui a pu traiter des êtres humains comme de la marchandise froide que l'on peut jeter ainsi? Cette nuit-là, la Manche a révélé un sombre secret enfin exposé. Un bateau de pêche d'apparence ordinaire s'est avéré être un navire de mort, transportant les âmes de 17 jeunes femmes dont la vie a été brutalement arrachée. Les gendarmes savent qu'à partir de cet instant, leur devoir n'est plus seulement de garder la mer, mais aussi de faire régner la justice pour ces vies volées. L'atmosphère sur le pont du navire est incroyablement tendue. Le projecteur illumine toujours les sacs noirs ouverts, révélant les corps congelés des jeunes femmes. Un long silence s'installe. Seul le bruit répétitif de la mer se fait entendre. Comme si la nature elle-même pleurait. Le capitaine de corvette Antoine Dubois se tient droit. Mais son visage trahit une agitation contenue. Il regarde ses gendarmes un par un. Il sait que même s'ils sont des hommes robustes, habitués à affronter les menaces et les dangers en mer, cette nuit-là, ils ont été forcés d'assister à quelque chose de bien plus horrible que des armes ou des vagues déchaînées. Ils sont confrontés à un crime qui bafoue la dignité humaine. D'une voix lourde, il brise le silence. Verrouillez immédiatement tous les accès à ce navire. Personne ne sort ou n'entre sans autorisation. L'instruction est immédiatement exécutée. Les gendarmes agissent rapidement, installant un périmètre de sécurité, vérifiant chaque coin du navire et s'assurant que les 3 membres d'équipage restent étroitement surveillés, menottes au poignet. Pierre Martin, le capitaine, est assis, affaissé sur le plancher du pont. Luc Bernard baisse la tête sans un mot. Julien Moreau tremble encore, se couvrant parfois le visage de ses 2 mains. Aucun d'entre eux ne peut prononcer un mot. Tout est déjà trop clair. La radio se remet à grésiller. Le capitaine Dubois prend le micro et transmet le rapport d'urgence d'une voix ferme, bien que sa poitrine soit lourde. Base, ici le patrouilleur L'Épervier. Avons découvert 17 corps de femmes, congelés, sur un bateau de pêche sans identité claire. Situation d'urgence. Demandons instruction et soutien complet. La voix de la base est sérieuse. Message reçu. Sécuriser le navire et appréhender tout l'équipage. Une équipe d'enquête de la PJ de Lille va intervenir. Opération spéciale ouverte cette nuit. Code opération 924N. En entendant le nom de code, les gendarmes échangent un regard. Ils savent que les codes d'opération spéciale ne sont utilisés que pour les affaires majeures, pas pour de simples infractions. Cela signifie qu'à partir de maintenant, ils font officiellement partie d'une enquête d'envergure qui pourrait secouer le pays. Le capitaine Dubois regarde la mer sombre autour de lui. En son fort intérieur, il prie pour que cette nuit soit le début du démantèlement d'un réseau criminel qui s'est caché jusqu'à présent dans l'océan. Il est également conscient que ce ne sera pas facile. Ils devront affronter des gens capables de vendre des vies humaines pour le profit. Au milieu de l'agitation, certains gendarmes tentent de se calmer. Le maître Henri Duval, qui n'a pas pu détacher son regard des corps, prend une longue inspiration. Il se souvient du visage de sa fille, du même âge que les victimes. Son cœur tremble. Comme s'il voyait l'avenir de sa fille détruit sous ses yeux. Il murmure à voix basse, « Pour vous, nous chercherons la justice. » Pendant ce temps, la nouvelle commence à se propager rapidement. À la base, le rapport d'urgence est immédiatement transmis à la PJ de Lille, puis à la direction centrale de la police judiciaire à Paris. Il ne faut pas longtemps pour que les téléphones sonnent, que les ordres descendent. Cette nuit-là, dans divers commissariats et postes de la gendarmerie maritime, les lumières restent allumées. Bien qu'il soit tard, tous les yeux sont désormais tournés vers le navire qui flotte à la dérive dans la Manche. Le navire mystérieux est maintenant officiellement la principale pièce à conviction. Les corps à l'intérieur ne sont pas seulement des victimes, mais les témoins muets d'un crime majeur. Les gendarmes savent qu'à partir de maintenant, chacune de leurs actions doit être prudente, car cette affaire pourrait devenir une page noire de l'histoire du trafic d'êtres humains dans le pays. Sur la terre ferme, quelques familles de pêcheurs vivant sur la côte commencent à s'étonner de voir les lumières inhabituelles du patrouilleur. Le vieux Jacques, le pêcheur qui réparait ses filets la nuit dernière, se tient à nouveau au bord de la plage. De loin, il voit le patrouilleur immobile plus longtemps que d'habitude, ses projecteurs balayant intensément la mer. Son cœur s'interroge, que se passe-t-il donc? Il ne sait pas que la nouvelle qui viendra de la mer secouera bientôt la France entière. De retour sur le patrouilleur, le capitaine Dubois donne son dernier ordre de la nuit.
Nous restons en alerte jusqu'à ce que l'équipe de la Terre arrive. Personne ne baisse sa garde. Les 3 suspects restent sous surveillance. Rappelez-vous, ils ne sont peut-être que la partie émergée de l'iceberg. Les gendarmes hochent la tête. La nuit est longue. Le vent marin souffle, froid et piquant. Mais leur détermination reste brûlante. Ils savent que cette tâche n'est plus seulement de garder la mer. C'est une mission humanitaire. Et dès que le code opération 924N est officiellement déclaré, le long voyage pour démanteler ce réseau criminel commence. Cette nuit-là, la Manche devient le témoin de la naissance d'une opération majeure qui secouera le cœur de nombreuses personnes. Portant une histoire de deuil mais aussi d'espoir de justice. Le jour se lève à peine sur Calais, lorsque les 3 hommes arrêtés en mer sont conduits à l'hôtel de police de l'île. Les rues de la ville commencent à s'animer avec les mareyeurs transportant leurs prises au marché. Mais derrière cette agitation, l'atmosphère au siège de la police est très différente. Le bâtiment imposant est maintenant le centre de l'attention. Le lieu où le mystère du navire de la mort sera élucidé. Tous les 3, Pierre Martin, le capitaine, Luc Bernard et Julien Moreau, sont conduits dans la salle d'interrogatoire, toujours menottés. Leurs visages sont défaits, leurs yeux gonflés par une nuit sans sommeil. Ils sont assis côte à côte sur des chaises en métal froide. La tête baissée, tandis que la lumière blanche des néons au plafond illumine leurs visages pâles sans pitié. La salle d'interrogatoire est simple. Juste une table en bois, des chaises et une lampe dirigées droit sur leur visage. De l'autre côté sont assis les enquêteurs en chemise civile, le visage grave. L'air dans la pièce est lourd, comme si un mur invisible pesait sur chacun d'entre eux. Le commissaire divisionnaire Xavier Rousseau, l'enquêteur principal désigné pour diriger l'interrogatoire, entre d'un pas assuré. Sa stature est imposante, son regard perçant. Mais sa voix reste calme. Il fixe les 3 hommes un instant avant d'entamer la conversation. « Vous savez pourquoi vous êtes ici ?» Pas de réponse. Pierre se contente de déglutir. Luc s'agite nerveusement, tandis que Julien garde la tête baissée en silence. Rousseau poursuit. Sa voix ferme remplit la pièce. La nuit dernière, 17 corps de jeunes femmes ont été retrouvés dans la cale de votre navire. Pas 1, pas 2, mais 17. N'essayez pas de penser que nous ne trouverons pas les responsables. Pierre prend enfin la parole. Nous ne savions pas, monsieur le commissaire. On nous a juste dit de transporter une cargaison, soi-disant du poisson congelé. Nous ne savions pas qu'il y avait des gens à l'intérieur. Luc hoche rapidement la tête, soutenant sa déclaration. C'est vrai, monsieur. Nous sommes de simples pêcheurs. Quelqu'un nous a payé cher pour prendre la cargaison. Nous n'avons fait que suivre les ordres du capitaine. Mais le ton de leur voix est trop précipité. Rousseau, expérimenté, sait que souvent, ceux qui mentent donnent des justifications longues et rapides. Il s'adosse à sa chaise, puis les fixe intensément. Si vous ne saviez vraiment pas, pourquoi les documents du navire étaient-ils falsifiés, pourquoi le numéro d'immatriculation était-il effacé, et pourquoi avez-vous paniqué lorsque nous avons voulu ouvrir la cale? La question frappe fort. Pierre se tait, son visage en sueur. Luc baisse les yeux encore plus bas. Julien se mord les lèvres comme pour retenir quelque chose. Rousseau reprend d'un ton plus froid. 17 vies, ce n'est pas rien. Ce ne sont pas des marchandises. Ce sont des êtres humains. Vous pensez pouvoir vous cacher derrière l'excuse « je ne savais pas ». On ne ment pas à la loi. La pièce redevient silencieuse. Le tic-tac de l'horloge murale accompagne clairement les secondes chargées de pression. Pierre serre ses propres mains, essayant de paraître calme, mais son regard vacille. Luc commence à transpirer abondamment, des gouttes perlant sur ses tempes. Pendant ce temps, Julien, le plus jeune, commence à faiblir. Un autre enquêteur entre, apportant un dossier contenant les photos de la scène de crime, les photos des sacs noirs ouverts, les photos des visages pâles des victimes et les photos de la cale du navire. Le dossier est posé sur la table. Puis, une par une, les photos sont montrées. Regardez ça. Ce n'est pas du poisson, ce sont des êtres humains. Elles ont presque l'âge de vos jeunes sœurs. Elles ont encore une famille qui les attend à la maison. Avez-vous le courage de dire à leur famille que vous ne saviez tout simplement pas? Julien lève brièvement les yeux. Ils sont rouges, ses lèvres tremblent. Il veut parler, mais Pierre lui lance un regard noir, comme pour lui ordonner de se taire. La pression fait que Julien baisse à nouveau la tête. Rousseau fixe Pierre. Vous êtes le capitaine, vous êtes le plus âgé. Vous devriez connaître les risques de chaque voyage. Ne nous faites pas perdre notre temps avec des excuses. Pierre inspire profondément puis répond d'une voix rauque.
J'avais juste besoin d'argent, monsieur le commissaire. Quelqu'un a confié la cargaison, disant qu'elle était importante. Nous n'avons pas osé refuser. Nous pensions que c'était juste des produits de la mer. Mais cette réponse n'est clairement pas satisfaisante. Rousseau tapote doucement la table avec ses doigts. L'argent. Toujours l'argent. Jusqu'à quand les hommes vendront-ils leur conscience pour quelques billets? Julien est de plus en plus agité. Son corps tremble, ses mains sont moites. Il regarde les photos des victimes sur la table, puis détourne rapidement le regard. Des larmes commencent à monter à ses yeux. Rousseau observe attentivement ses réactions. Il sait que le mur de défense de ce jeune homme commence à se fissurer. Ce n'est qu'une question de temps avant que la vérité n'éclate. La salle d'interrogatoire redevient silencieuse. Les trois hommes restent assis, muets. Pendant ce temps, les enquêteurs continuent de les fixer, attendant le bon moment. La nuit en mer a révélé les corps congelés. Maintenant, le jour dans la salle d'interrogatoire est en train d'éplucher les couches de mensonges. La vérité n'attend plus que le moment d'exploser. L'atmosphère de la salle d'interrogatoire est toujours tendue. La lumière blanche éclaire les visages pâles des trois hommes. Les photos des victimes étalées sur la table rendent l'air encore plus lourd. Pierre baisse la tête. Luc s'agite nerveusement. Tandis que Julien continue de se mordre les lèvres. Comme s'il y avait quelque chose qu'il voulait dire, mais retenu par la peur. Le commissaire divisionnaire Xavier Rousseau les regarde fixement. Il sait que tout le monde ne peut pas supporter une pression prolongée. Habituellement, le plus jeune, le plus fragile, s'effondre le plus rapidement. Son regard s'attarde donc plus longtemps sur Julien. Julien n'ose pas croiser son regard. Ses épaules tremblent légèrement. Une sueur froide coule sur ses tempes. Il couvre son visage de ses deux mains. Puis, soudain, un petit sanglot se fait entendre. D'abord faible, puis de plus en plus fort. La pièce, qui était silencieuse, est maintenant remplie des pleurs d'un jeune homme qui ne peut plus supporter le fardeau. « Je n'en peux plus, monsieur le commissaire. » Sa voix est brisée, étouffée. « Je ne supporte pas de voir tout ça. On nous a juste donné des ordres. Tout ça, ce n'était pas notre plan. » Pierre se tourne rapidement. Son visage est en colère. Ses yeux lancent un avertissement à Julien pour qu'il se taise. Mais Julien n'en a plus cure. Les larmes coulent abondamment. Les mots se déversent d'eux-mêmes. Il y a une femme, monsieur le commissaire. C'est elle qui organise tout. Les gens l'appellent Martine. Marlene Le Goff. La pièce devient instantanément silencieuse. Ce nom reste suspendu dans l'air. Lourd de sens. Les enquêteurs échangent un regard et prennent immédiatement des notes. Rousseau s'approche. Sa voix est calme mais tranchante. Qui est cette Marlène Le Goff? Julien essuie ses larmes puis regarde les photos des victimes avec un regard plein de culpabilité. C'est cette femme qui nous a contactés. Elle a dit qu'il y avait une marchandise spéciale à faire sortir des eaux. C'est elle qui a tout préparé, la cargaison, la glace, et même les médicaments. Nous n'avons fait que recevoir les ordres et être payés. Combien avez-vous été payé? Demande Rousseau froidement. 20 000 €, monsieur. Pour un seul voyage. Julien baisse la tête. Sa voix est à peine audible. Pierre tente d'intervenir, mais Rousseau le fusille du regard. Silence. Ce n'est pas votre tour de parler. Julien continue d'une voix tremblante. Je ne savais pas qu'il y avait des gens dedans. C'est Marlène qui s'occupait de tout. Elle a donné un numéro de téléphone, mais c'était une carte prépayée sans identité. Elle est très prudente, comme si elle avait l'habitude. Rousseau fait signe à un autre enquêteur de noter ces détails. Le numéro de téléphone, le nom, et le mode opératoire. Chaque information peut être la clé pour ouvrir une porte plus grande. Luc finit par parler aussi. Sa voix est faible. C'est vrai, monsieur. J'ai aussi vu cette femme quand le bateau a accosté dans un petit port près de Dunkerque. Elle est venue avec des gens. Nous n'avons pas osé poser de questions. Tout ce que nous savions, c'est qu'il fallait suivre les ordres du capitaine. Les mots de Luc renforcent le témoignage de Julien. Maintenant, un fil rouge commence à apparaître. Il y a une femme mystérieuse, connue sous le nom de Marlène Le Goff, qui est le cerveau en coulisses. Rousseau les regarde un par un puis dit d'une voix profonde, « Vous devez réaliser que 17 vies ont été perdues. Si vous continuez à vous taire, vous partagerez leurs péchés. Mais si vous êtes honnête, la loi pourrait encore vous offrir une petite porte de sortie. » Julien se remet à pleurer. « J'ai peur, monsieur. Cette Marlène, ce n'est pas n'importe qui.
Elle a dit qu'elle avait beaucoup de gens derrière elle. Si je parle, je pourrais être en danger. Rousseau se penche en avant, regardant droit dans les yeux de Julien. Maintenant, tu es ici, tu es sous notre protection. Le seul moyen de t'en sortir est de parler. Si tu continues à te taire, tu ne feras que t'enfoncer davantage. Les sanglots de Julien se calment lentement. Il prend une longue inspiration, puis regarde à nouveau les photos des victimes sur la table. D'une voix rauque, il dit « Elles étaient toutes si jeunes, monsieur. Elles avaient encore des rêves. Je ne veux pas être celui qui continue à se taire pendant que tout cela se produit. » Et c'est à ce moment-là qu'une confession officielle est enregistrée. Le nom de Martine Le Goff entre, pour la première fois, dans le dossier d'enquête de l'opération 924N. De la bouche d'un jeune homme qui ne pouvait plus cacher la vérité, la porte vers le véritable cerveau s'ouvre enfin. À l'extérieur de la salle d'interrogatoire, le soleil de l'île commence à monter. Les gens vaquent à leurs occupations comme d'habitude, sans savoir qu'à l'intérieur de ce bâtiment, un nom vient de faire surface. Un nom qui conduira les enquêteurs dans le réseau sombre du trafic d'êtres humains. Pour Rousseau et son équipe, les larmes de Julien ne sont pas seulement une explosion de culpabilité, mais un tournant. Car c'est de là que commencera la longue enquête pour découvrir qui est vraiment Martine Le Goff et quelle est l'étendue de son pouvoir. Cette nuit-là, l'hôtel de police de Lille n'est jamais vraiment calme. Les lumières de la salle d'enquête sont toujours vives. Les écrans d'ordinateur affichent des rangées de chiffres et des cartes de signaux. Pendant ce temps, le son des claviers résonne en boucle. L'opération 924N est officiellement lancée et toute l'attention se porte désormais sur un seul nom, récemment révélé par les aveux de Julien Moreau, Marlène Le Goff. Sur le bureau de l'enquêteur, un vieux téléphone portable saisi sur le navire est examiné attentivement. Le numéro qui a contacté Julien y est enregistré, mais les premiers résultats montrent qu'il s'agit simplement d'un numéro prépayé sans identité claire. En France, ces cartes SIM sont difficiles à tracer car elles ne sont pas enregistrées officiellement. Cependant, pour l'équipe technique, aucune information n'est vraiment perdue. Chaque appel, chaque message laisse toujours une trace sur les antennes relais. Cette nuit-là, les techniciens sont occupés à retracer les derniers emplacements où le numéro a été actif. Une jeune analyste nommée Chloé Dubois pointe l'écran d'ordinateur. Monsieur le commissaire, ce numéro apparaît souvent aux alentours de Calais, plus précisément dans la zone portuaire et dans quelques petits cafés. Mais il y a aussi un signal qui est apparu brièvement à Dunkerque avant de disparaître à nouveau. Xavier Rousseau se tient derrière elle, suivant chaque détail. Donc, cette personne ne se cache pas à un seul endroit, elle bouge. Cela signifie qu'elle a l'habitude d'éviter la surveillance. Chloé ajoute, traçant une ligne rouge sur la carte numérique. Le schéma de déplacement de ce numéro n'est pas aléatoire. Presque chaque week-end, il apparaît autour des zones de vie nocturne de Calais, puis disparaît en début de semaine. Comme s'il y avait un calendrier précis. Rousseau hoche la tête. Cela signifie que Marlène a un cercle fixe. Nous devons envoyer une équipe de surveillance. Pendant que l'équipe technique travaille, les enquêteurs de terrain agissent également. Ces derniers jours, la nouvelle du navire de la mort a commencé à circuler. Bien que ce ne soit qu'une rumeur dans les milieux portuaires, certains pêcheurs chuchotent à propos d'une femme qui vient souvent dans une voiture de luxe, demandant à de jeunes filles si elles veulent travailler à l'étranger. L'histoire est toujours la même. Promesse de gros salaires, travail facile et un avenir radieux. Les enquêteurs notent immédiatement ces témoignages. Lentement, le portrait de Martine Le Goff commence à se dessiner. Elle n'est pas une simple intermédiaire, mais une personne douée pour la persuasion, utilisant de douces promesses pour attirer ses victimes. Dans la salle de réunion de la PJ, Rousseau expose les progrès à l'équipe. Nous avons un nom, nous avons un numéro de téléphone, et nous avons un schéma de déplacement. Mais nous n'avons pas de visage. Sans visage, il est difficile de convaincre un tribunal. Nous avons besoin de preuves visuelles. Il est donc décidé d'un plan. Des équipes de surveillance seront déployées au point où le signal du numéro apparaît fréquemment. Le port de Calais, les zones de vie nocturne et la route principale vers Dunkerque. Certains enquêteurs se font passer pour des chauffeurs VTC. D'autres pour de petits commerçants, et certains prétendent être des employés de café. Tous avec un seul objectif, capturer la trace de Marlène. Les jours suivants deviennent un test de patience. Les enquêteurs infiltrés doivent se fondre dans la foule, endurer la fatigue, et même faire semblant de discuter avec les gens du coin. Mais de ce sacrifice, un petit fil commence à apparaître. Un vendeur de café au port donne une information précieuse. Il y a une femme, la quarantaine, qui vient souvent la nuit. Ses cheveux sont teints en blond, elle aime porter des vêtements voyants,
et elle conduit toujours une voiture blanche. Les gens l'appellent Marlène. Cette information fait battre le cœur des enquêteurs. Les pièces du puzzle s'assemblent. Quelques jours plus tard, la caméra de vidéosurveillance d'un café en bordure de route à Dunkerque réussit à filmer une femme correspondant à ses caractéristiques. On la voit entrer avec 2 hommes. Elle s'assoit un moment, puis repart. Bien que son visage ne soit pas entièrement clair, sa façon de s'habiller et la voiture blanche qu'elle conduit correspondent à la description du témoin. Rousseau regarde l'enregistrement à plusieurs reprises. Ce visage apparaît enfin. C'est la personne dont on ne parlait qu'en chuchotant. C'est Martine Le Goff. Mais l'arrêté ne peut pas se faire n'importe comment. Rousseau sait très bien qu'une femme comme Marlène doit avoir un réseau qui la protège. Le moindre faux pas, et elle pourrait disparaître en un instant, comme de la fumée emportée par le vent. C'est pourquoi l'opération d'arrestation doit être préparée avec soin. Sur son bureau, Rousseau fixe la photo floue issue de la vidéosurveillance. Dans son cœur, il fait la promesse que les 17 vies congelées dans le navire de la mort obtiendront justice. Marlène ne doit pas s'échapper. Et cette nuit-là, derrière l'agitation de l'équipe technique qui traque toujours le signal, derrière la surveillance qui continue, un nouveau chapitre de l'opération 924N commence. Cette trace vague s'est maintenant transformée en une cible réelle. Le nom de Martine Le Goff n'est plus seulement un murmure dans une salle d'interrogatoire. C'est maintenant une ombre traquée dans le monde réel. Une femme qui se cache derrière les lumières nocturnes de Calais et Dunkerque. À l'Institut médico-légal de Lille, un silence de mort enveloppe la salle d'autopsie. L'odeur de médicaments et de désinfectants remplit l'air, mélangée à la froideur de la climatisation. Derrière la lourde porte en métal, les 17 corps retrouvés dans le navire de la mort reposent maintenant sur des tables en acier. Ces jeunes visages semblent figés. Comme s'ils gardaient encore des histoires non racontées. L'équipe de médecins légistes travaille avec une précision méticuleuse. Le bruit des gants en latex touchant la peau gelée est à peine audible. Chaque blessure, chaque marque est notée en détail. À l'extérieur de la salle, les enquêteurs attendent les résultats de l'examen, le cœur lourd. Ils savent que ces corps détiennent des clés importantes pour lever le voile sur ce crime. Le docteur François Lambert, médecin légiste en chef, dirige l'examen. Le visage sérieux, il donne des instructions à son équipe. Prélever des échantillons de tissu, noter la température corporelle, vérifier les marques de lien au poignet. Toutes les procédures sont effectuées selon les normes, sans rien omettre. Les heures passent. Chaque fois qu'un résultat sort, l'image de la cause de leur mort devient plus claire. Presque toutes les victimes ont souffert d'insuffisance respiratoire due au manque d'oxygène dans un espace confiné. Il y a aussi des traces d'injections sur leurs bras, indiquant qu'on leur a administré une forte dose de sédatif avant leur mort. Le docteur Lambert regarde les longues notes dans sa main. Sa voix est basse, mais ferme lorsqu'il explique aux enquêteurs. Elles sont mortes 2 à 3 jours avant d'être découvertes. La plupart à cause d'une combinaison de sédatifs et d'un espace confiné sans air frais. Les poignets et les chevilles de beaucoup d'entre elles portent des traces de liens en plastique. Elles n'ont eu aucune chance de se défendre. Xavier Rousseau, qui est présent, serre les poings. Chaque mot du médecin est comme un couteau qui s'enfonce. Il imagine ces jeunes filles, piégées dans l'obscurité de la cale. Leurs corps affaiblis par les drogues, puis, lentement, perdant leur souffle. Une mort si silencieuse, si atroce. Cependant, les résultats de l'autopsie ne s'arrêtent pas là. 2 des 17 victimes présentent des cicatrices d'incision dans le bas-ventre. Ces blessures ne sont pas accidentelles, mais les marques d'une opération chirurgicale rudimentaire. Comme si des organes internes avaient été prélevés. Cette découverte plonge la pièce dans le silence. Le docteur Lambert regarde les enquêteurs avec des yeux pleins d'inquiétude. Il est possible qu'elle ne soit pas seulement victime de trafic d'êtres humains, mais aussi de trafic d'organes. Si c'est vrai, alors ce réseau est bien plus cruel que ce que nous imaginions. Ces mots serrent la poitrine de tout le monde. Rousseau ferme les yeux un instant. En son fort intérieur, il jure qu'un crime de cette ampleur ne doit pas rester impuni. Parmi les 17 victimes, l'une d'elles a finalement pu être identifiée plus rapidement. Une jeune fille avec un petit tatouage en forme de rose rouge sur l'épaule gauche. Le tatouage est simple, mais suffisant pour servir d'indice. Après avoir été photographiée et envoyée au fichier de la police, son identité est révélée. Elle s'appelle Sophie Durand, 20 ans, originaire de Clermont-Ferrand. Elle avait été portée disparue il y a 1 mois. Selon sa famille, Sophie avait dit qu'elle partait travailler en Angleterre par la mer. Depuis ce jour, sa famille n'a plus jamais eu de nouvelles d'elle. Cette nouvelle rend la salle d'enquête silencieuse.
Le nom qui n'était qu'un chiffre se transforme maintenant en une personne réelle. Une enfant avec une famille, des rêves et des espoirs. Rousseau regarde la photo de Sophie, toujours souriante sur sa carte d'identité. Dans son cœur, il ressent une douleur profonde. Il imagine une mère à Clermont-Ferrand qui attend chaque jour des nouvelles de sa fille. Espérant que le téléphone sonne, espérant que de bonnes nouvelles arrivent. Maintenant, cet espoir est brisé, remplacé par la plus amère des nouvelles. Un jeune enquêteur murmure à voix basse. Comment allons-nous annoncer cette nouvelle à sa famille? Rousseau se tourne et répond d'une voix lourde. Il n'y a pas de moyen facile, mais il vaut mieux qu'il sache la vérité plutôt que de continuer à attendre dans l'incertitude. Cet après-midi-là, la nouvelle de l'identité de Sophie est envoyée au commissariat de Clermont-Ferrand. Une équipe sera dépêchée pour rendre visite à sa famille. Dans la salle d'autopsie, l'atmosphère reste lourde. Les autres corps attendent toujours d'être identifiés. Chaque marque, chaque caractéristique est examinée avec soin. Pour le docteur Lambert, chaque corps est un témoin muet. Ils ne peuvent pas parler, mais à travers leurs blessures et les traces sur leur peau, ils racontent l'histoire de la souffrance qu'ils ont endurée. Et la tâche de l'équipe médico-légale est de traduire cette histoire pour que le monde sache ce qui s'est passé. La nuit tombe lorsque l'examen du premier jour se termine. Le docteur Lambert ferme son long dossier puis regarde Rousseau. Une chose est claire, elles ne sont pas mortes naturellement. Elles sont mortes parce qu'elles ont été traitées comme des marchandises. Sans aucune pitié. Rousseau hoche la tête, les yeux embués. Il sait que leur travail ne fait que commencer. Un long chemin les attend, mais la première étape est claire. Trouver Martine Le Goff et démasquer tous ceux qui se cachent derrière ce réseau. À l'extérieur de l'Institut médico-légal, les lumières de la ville de Lille commencent à s'allumer. La vie continue. Les gens rient dans les cafés. Les enfants jouent dans la rue. Les pêcheurs préparent leurs bateaux pour la mer. Mais à l'intérieur de ce bâtiment, 17 vies sont un rappel amer que derrière l'éclat de la vie, il y a un côté sombre qui vole l'avenir des enfants de la nation. La nuit à Calais semble ordinaire. Les rues principales sont remplies de véhicules. Le son de la musique des cafés et des karaokés résonne entre les rangées de bâtiments. Mais derrière cette agitation, l'équipe d'enquête de l'opération 924N travaille en silence. Ils sont répartis en plusieurs points, se fondant dans la population, attendant la trace d'une femme qui est maintenant la cible principale, Marlène Le Goff. Les premières informations proviennent des témoins au port. Plusieurs pêcheurs affirment avoir souvent vu une femme à l'allure tapax en grave-l'œil. Ses cheveux sont teints en blond, ses vêtements sont toujours de couleur vive, souvent accompagnés d'un sac de marque qui attire l'attention des habitants. Elle ne vient pas seule, parfois accompagnée de 2 ou 3 hommes costauds. Les gens du coin ne la connaissent que par un seul surnom, Marlène. Ce témoignage est renforcé lorsque l'équipe réussit à obtenir l'enregistrement d'une caméra de vidéosurveillance d'un petit café à Dunkerque. Sur l'enregistrement, on voit clairement une femme avec les mêmes caractéristiques. Elle entre d'un pas assuré, s'assoit un moment, puis sort en tenant un grand sac. Dehors, une voiture blanche l'attend. Bien que l'enregistrement soit un peu flou, il est suffisant pour confirmer que cette femme est bien la même que celle décrite par les témoins. Xavier Rousseau regarde l'écran de contrôle à plusieurs reprises. C'est le visage dont on ne parlait qu'en chuchotant. Finalement, Marlène n'est plus seulement un nom, mais une personne réelle. Mais découvrir qui elle est vraiment n'est pas facile. Les enquêteurs doivent creuser plus profondément. Plusieurs membres de l'équipe d'infiltration sont donc déployés. Ils se font passer pour des chauffeurs VTC, des vendeurs de rue ou même des serveurs de café. Ils passent leur journée à observer les allées et venues autour des lieux de divertissement nocturnes. Il ne faut pas longtemps pour que les habitudes de Marlène commencent à être cernées. Elle apparaît souvent la nuit, surtout le week-end. La voiture blanche qu'elle utilise est souvent garée près de karaokés bon marché ou de petits hôtels. De là, elle parle généralement à de jeunes filles qui semblent innocentes. La plupart viennent de l'extérieur de la région pour chercher du travail. Un enquêteur infiltré en tant que chauffeur VTC, nommé Damien, rapporte son expérience. Cette nuit-là, il a délibérément attendu devant un petit karaoké. Comme prévu, Marlène est arrivée dans une tenue voyante. Elle parlait à 2 jeunes filles. De loin, Damien a entendu les phrases sortir de sa bouche. Le travail est facile, le salaire est élevé, vous pourrez envoyer rapidement de l'argent à la maison. Les filles semblaient séduites. Leur visage s'illuminait comme si elles voyaient un nouvel espoir. Ce rapport conforte Rousseau dans l'idée que ce schéma est classique mais mortel. La promesse d'un travail facile avec un salaire élevé est toujours un piège difficile à refuser pour celles qui viennent de familles modestes.
Outre les informations de terrain, les enquêteurs commencent également à fouiller dans le passé de Marlène. Les archives de la police révèlent que cette femme, du nom complet de Martine Le Goff, a déjà été emprisonnée pour une affaire de proxénétisme à Marseille il y a près de 10 ans. Après sa sortie, elle a déménagé de ville en ville, ne restant jamais longtemps au même endroit. Marlène est connue pour être insaisissable, difficile à attraper et douée pour manipuler les gens. Son style de vie luxueux est également un indice important. Bien qu'elle n'ait pas d'emploi officiel, elle apparaît toujours glamour, vêtements chers, sacs de marque, et même le dernier téléphone portable. Tout cela ne correspond évidemment pas à sa situation économique. La police soupçonne que son style de vie est financé par un réseau criminel plus large. Une nuit, l'équipe de surveillance réussit à prendre une photo claire de Marlène alors qu'elle sort d'un petit hôtel à Calais. Sur la photo, elle porte une robe rouge vif. Ses cheveux blonds sont détachés, ses lèvres sont couvertes d'un rouge à lèvres épais. À côté d'elle, un homme costaud porte une valise noire. Cette photo devient la première preuve visuelle solide de sa présence. Rousseau regarde longuement la photo. Le visage de Marlène dégage une confiance en soi, comme si elle était au-dessus des lois. Mais derrière son léger sourire, Rousseau peut sentir la cruauté. Cette femme n'est pas une simple recruteuse. Elle est un maillon essentiel d'un réseau qui traite les êtres humains comme de simples marchandises. Maintenant, le puzzle est de plus en plus clair. Marlène n'est plus une ombre vague. Elle vit réellement autour de Calais et Dunkerque, répandant de fausses promesses pour piéger de jeunes filles. Son style de vie luxueux lui sert de bouclier, tandis que sa peur de la loi la pousse à déménager constamment. Rousseau sait que la prochaine étape est d'attendre le bon moment. Marlène doit être arrêtée d'une manière qui ne lui laisse aucune chance de s'échapper. Une petite erreur pourrait la faire disparaître comme un oiseau s'envolant dans le ciel nocturne. Des réunions s'enchaînent, le plan d'arrestation est lentement élaboré. Pendant ce temps, l'équipe de surveillance continue de travailler, suivant chacun de ses mouvements, enregistrant chaque rencontre, tout cela pour s'assurer que cette fois, Marlène ne s'échappera pas. Et cette nuit-là, dans son bureau silencieux, Rousseau ferme le dossier contenant les photos de Marlène. En son fort intérieur, il murmure, les 17 vies congelées dans la cale de ce navire ont maintenant une voix. Cette voix nous guidera jusqu'à ce que le cerveau soit arrêté. Cet après-midi-là, le ciel de Calais commence à s'assombrir. Le soleil se couche lentement derrière les collines qui séparent la ville de la mer ouverte. Les rues sont remplies de véhicules. Les lumières des magasins s'allument une à une. Les cris des vendeurs de rue se répondent. Au milieu de cette agitation, l'équipe de l'opération 924N est en alerte maximale. Le dernier rapport confirme que cette nuit sera décisive. Les informations de l'infiltration indiquent que Marlène Le Goff doit rencontrer 2 jeunes filles dans un petit café du centre-ville. Les filles viennent d'un village de l'Aisne. Elles viennent d'arriver à Calais avec l'espoir de trouver du travail. Marlène leur a promis une rencontre pour discuter d'un emploi de serveuse dans un restaurant à l'étranger avec un gros salaire. Le café est simple. Des tables en bois alignées sous une lumière jaune. De l'extérieur, il n'a rien de spécial. Mais presque chaque chaise est déjà occupée par des enquêteurs infiltrés. Certains jouent le rôle de chauffeurs VTC, d'autres sont assis comme des touristes, et il y a même quelqu'un qui vend des petits encas devant la porte. Tout a été minutieusement organisé. Dans une voiture non loin de là, Xavier Rousseau surveille via un équipement de communication. Il rappelle à tous les membres que la cible doit être capturée vivante et que les 2 filles que Marlène essaie d'attirer doivent être secourues en premier. L'horloge indique 20 heures. Une voiture blanche s'arrête devant le café. De l'intérieur sort une femme en robe vert vif. Ses cheveux sont teints en blond, ses lèvres sont rouges vifs et elle tient à la main un sac de marque. C'est Martine Le Goff. Les 2 jeunes filles qui l'attendaient se lèvent pour l'accueillir. Leurs visages sont nerveux mais pleins d'espoir. Marlène tape sur l'épaule de l'une d'elles, puis commence à parler d'un ton convaincant. Elle dit qu'en Angleterre, il y a un travail facile avec un gros salaire, juste pour servir les clients dans un restaurant. Elle ajoute qu'après quelques mois de travail, elles pourront envoyer beaucoup d'argent à leur famille. Les filles semblent convaincues. Elles hochent la tête, souriant parfois en imaginant un avenir radieux. Marlène sort alors une liasse de billets et la pose sur la table en signe de sérieux. Elle dit qu'elles doivent la suivre ce soir même pour pouvoir partir demain. Rousseau, qui écoute par radio, donne un code bref. C'est le moment. Bougez. En quelques secondes, la situation change. L'enquêteur assis près de la porte se déplace rapidement pour bloquer la sortie. 2 autres se précipitent par les côtés droits et gauches. Marlène est surprise. Ses yeux s'écarquillent.
Elle essaie de se lever, mais sa main est immédiatement saisie par une enquêtrice et des menottes se referment sur son poignet. Marlène crie d'une voix aiguë, exigeant des explications, disant qu'elle a beaucoup de relations et que la police le regrettera. Mais sa voix n'ébranle pas les enquêteurs. Pendant ce temps, les deux jeunes filles assises à la table sont figées par la peur. Une enquêtrice s'approche, les calme, leur dit qu'elles sont en sécurité et qu'elles viennent d'être sauvées d'un grand danger. Marlène continue de se débattre. Son regard est perçant. Son visage est rouge de colère, mais les menottes à ses poignets sont trop solides. Tout s'est passé si vite qu'elle n'a pas eu le temps de chercher une issue. Rousseau entre dans le café. Une fois que tout est sécurisé, il se tient droit devant Marlène et lui annonce d'une voix ferme qu'elle est arrêtée pour suspicion de trafic d'êtres humains. Il souligne également que 17 vies ont été perdues à cause de ses actions. Marlène ricane, puis dit qu'elle n'est qu'une intermédiaire et que la police s'est trompée de personne. Son sourire est mince, essayant de cacher sa nervosité. Rousseau ne se laisse pas provoquer. Pour lui, cette arrestation n'est pas la fin, mais le début. Avec l'arrestation de Marlène, la voie vers un réseau plus large est ouverte. Les enquêteurs emmènent ensuite Marlène hors du café vers une voiture spéciale. Les deux jeunes filles sont conduites dans un autre véhicule pour être protégées. Leurs visages sont encore sous le choc. Mais, lentement, elles comprennent que leur vie vient d'être sauvée. Le vent nocturne de Calais souffle fort, apportant l'odeur salée de la mer au centre-ville. Les rues restent animées comme d'habitude. Les gens vont et viennent sans savoir que dans un petit café, un événement important vient de se produire. Pour l'équipe de l'opération 924N, cette nuit marque le début d'un nouveau chapitre. Du navire de la mort rempli de corps congelés, ils ont maintenant réussi à capturer la femme qui recrutait les victimes avec de fausses promesses. Cette nuit-là, la salle d'interrogatoire de la PJ de Lille semble plus froide que d'habitude. Les néons au plafond éclairent la longue table en bois, couverte de dossiers, de photos et de notes de l'opération. Au bout de la table, Martine Le Goff est assise, les mains menottées. Son visage est encore orné des restes d'un maquillage épais, ses lèvres rouges maintenant sèches, mais un sourire cynique apparaît parfois, comme si elle s'en fichait. Face à elle, le commissaire divisionnaire Xavier Rousseau est assis calmement. Son regard est perçant, son corps légèrement penché en avant, exerçant une pression psychologique. Deux autres enquêteurs se tiennent de part et d'autre de la pièce, prêts à noter chaque mot prononcé. Rousseau ouvre la conversation d'une voix neutre. Il affirme que Marlène est arrêtée en raison de forts soupçons sur son implication dans le trafic d'êtres humains. Il mentionne les 17 corps de femmes retrouvés congelés sur le bateau de pêche. Il mentionne également les déclarations de Julien et Luc qui ont cité son nom. Marlène se redresse, puis dit d'un ton arrogant qu'elle n'est qu'une intermédiaire. Elle accuse la police de s'être trompée de personne. Elle prétend que son travail consiste seulement à aider les filles à trouver du travail à l'étranger. Rien de plus. Rousseau sourit légèrement. Il fait glisser un grand dossier vers Marlène. Le dossier contient les photos du café où elle a été arrêtée, l'enregistrement de la vidéosurveillance la montrant en train de parler aux victimes, et la transcription des conversations enregistrées par l'équipe d'infiltration. Rousseau souligne que toutes les preuves montrent que Marlène n'est pas une simple intermédiaire, mais la principale recruteuse. Marlène reste silencieuse un instant. Ses yeux parcourent rapidement les photos. Mais elle relève à nouveau le menton, essayant de rester forte. Elle dit que ses filles sont venues de leur plein gré. Elle n'a fait que leur offrir un chemin, elle ne les a jamais forcées. Rousseau tapote la table avec son doigt, lentement mais avec insistance. Il dit que les 17 victimes congelées dans la cale du navire ont également reçu les mêmes promesses. Elles ont toutes été attirées par l'appât d'un travail facile, d'un gros salaire et d'un avenir radieux. Il demande, Marlène oserait-elle regarder les photos de ses visages froids et dire encore qu'elle est innocente? Ces mots plongent la pièce dans le silence. Marlène baisse la tête un instant, puis rit doucement, d'un rire amer. Elle dit que ce monde est dur. Tout le monde cherche un moyen de survivre. Elle ajoute qu'elle n'a fait que suivre le courant, faisant ce qu'elle pouvait pour de l'argent. Rousseau la regarde en silence. Il sait que la forteresse de Marlène commence à se fissurer. Il mentionne ensuite la somme d'argent que Marlène a reçue pour chaque envoi. Il cite le chiffre de 20 000 €, conformément à la déclaration de Julien. Il lui demande si elle oserait jurer qu'elle n'a jamais reçu cet argent. Le sourire de Marlène disparaît lentement. Elle s'agite sur sa chaise, puis finit par admettre qu'elle a bien reçu de l'argent. Mais elle essaie à nouveau de se défendre en prétextant qu'elle n'a fait qu'exécuter les ordres de quelqu'un de plus haut placé. Elle se décrit comme un simple pion d'un grand réseau. Rousseau se penche en avant. Sa voix est plus basse mais plus incisive.
Il insiste sur le fait que chaque vie perdue est une responsabilité. Peu importe que Marlène soit le patron ou un simple pion, le sang des victimes colle à ses mains. Marlène se mord les lèvres, puis prend une longue inspiration. Elle dit à voix basse qu'elle a effectivement emmené des jeunes filles au port. Elle avoue que sa tâche était de les séduire avec des promesses d'emploi, puis de les remettre au groupe qui organisait le voyage en mer. La pièce est silencieuse un instant. Les enquêteurs notent chaque mot. Cet aveu est un grand pas. Même s'il n'est pas encore complet. Rousseau demande alors qui lui donnait les ordres. Marlène secoue la tête, essayant de retarder la réponse. Elle dit qu'elle ne connaît pas son vrai nom, seulement un surnom. Rousseau la fixe longuement puis pose la photo de la victime, Sophie Durand, sur la table. Il dit d'une voix tremblante que cette fille n'avait que 20 ans, qu'elle était partie avec l'espoir d'envoyer de l'argent à sa mère à Clermont-Ferrand. Mais maintenant, il ne reste que son corps congelé. Il demande si Marlène peut regarder cette photo et considérer encore son travail comme quelque chose de normal. L'expression de Marlène change. Son sourire a complètement disparu. Elle détourne le visage, puis dit d'une voix rauque qu'elle n'a jamais eu l'intention de tuer. Elle n'a fait qu'exécuter une tâche. Rien de plus. Rousseau répond froidement que c'est précisément parce qu'elle est restée silencieuse et a exécuté sa tâche sans conscience que 17 vies ont été perdues. Il souligne que la loi exigera des comptes et que Marlène ne peut plus se cacher. Marlène reste silencieuse un long moment, puis dit finalement qu'elle est prête à parler davantage, mais demande une garantie pour sa sécurité. Elle a peur car la personne au-dessus d'elle est très puissante et dangereuse. Rousseau fait signe à l'équipe de noter cette phrase en détail. Pour lui, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Cette nuit-là, l'interrogatoire n'est pas terminé. Mais une chose est claire. Marlène commence enfin à admettre qu'elle fait partie d'un grand réseau et qu'il y a quelqu'un au-dessus d'elle, plus puissant. À l'extérieur de la salle d'interrogatoire, la nuit de l'île s'assombrit. Seul le bruit des insectes et le vrombissement occasionnel des véhicules se font entendre. Mais à l'intérieur de ce bâtiment, le voyage de l'opération 924N vient d'entrer dans une phase plus sombre. D'après les aveux de Marlène, les enquêteurs savent qu'ils sont confrontés à quelque chose de bien plus grand qu'ils ne le pensaient au départ. L'atmosphère de la salle d'interrogatoire est toujours empreinte de tension. L'horloge murale bat lentement, marquant chaque seconde qui passe lentement. Martine Le Goff est assise, la tête baissée. Les menottes à ses poignets brillent sous le reflet de la lampe. Depuis plusieurs minutes, elle ne parle plus beaucoup, prenant juste de temps en temps une longue inspiration, comme si elle était en guerre avec elle-même. Le commissaire divisionnaire Rousseau attend patiemment. Il sait que pour briser la carapace de quelqu'un comme Marlène, il faut de la patience et la bonne pression. Il n'interrompt pas, laissant le silence exercer une pression psychologique. Finalement, Marlène lève le visage. Le maquillage sur ses joues commence à couler, laissant des traces de fatigue. D'une voix rauque, elle dit qu'elle fait effectivement partie d'un grand réseau. Elle admet qu'elle n'est pas le cerveau principal, juste une main qui exécute les ordres. Rousseau hoche lentement la tête et lui demande de nommer celui qui donne les ordres. Marlène semble hésiter. Ses yeux vont de gauche à droite. Comme si quelqu'un l'observait de derrière le mur. Puis, d'une voix à peine audible, elle prononce un nom, Shen Yong. La pièce devient instantanément silencieuse. Ce nom semble étranger à la plupart des jeunes enquêteurs, mais Rousseau, expérimenté, reconnaît immédiatement le schéma. Les réseaux de trafic d'êtres humains transnationaux sont souvent dirigés par des figures étrangères insaisissables, cachées hors de la juridiction française. Rousseau regarde fixement Marlène. Demandant confirmation. Marlène hoche lentement la tête. Elle dit que Shen Yong est un homme originaire du Guangxi, en Chine. C'est lui qui organise tout le flux. Marlène est seulement chargée de trouver des jeunes filles dans les villages, de les séduire avec de fausses promesses, puis de les envoyer au groupe de bateaux qui les attendent. Toutes les décisions sont entre les mains de Shen Yong. Un autre enquêteur note immédiatement ces détails. Marlène continue en disant qu'elle travaille pour ce réseau depuis plus de 3 ans. Chaque fois qu'il y a un envoi, elle reçoit des instructions par téléphone. Le numéro utilisé change toujours, mais elle sait très bien que la voix qui donne les ordres est la même. Shen Yong n'apparaît jamais directement, mais s'assure toujours que l'argent est transféré à temps via des comptes intermédiaires. Rousseau demande, est-ce que Marlène sait ce qu'il advient des filles après leur départ? Marlène prend une longue inspiration puis baisse la tête. Elle dit que certaines ont effectivement été promises à un travail dans des restaurants ou des lieux de divertissement à l'étranger, mais que beaucoup n'arrivent jamais à destination. Certaines disparaissent, d'autres sont forcées de travailler dans des casinos, et on dit même que certaines sont vendues pour leurs organes. Ces mots plongent à nouveau la pièce dans le silence. Les enquêteurs sentent leurs poils se hérisser.
Ce crime est bien plus cruel qu'il ne l'avait imaginé. Rousseau insiste sur la question. Est-ce que Marlène a déjà vu elle-même des preuves de trafic d'organes? Marlène secoue la tête. Mais elle avoue avoir été informée par l'un des hommes de main de Shen Yong que même les corps des victimes ont de la valeur. On les appelle la marchandise froide, ils peuvent encore être vendus même s'ils sont sans vie. Le visage des enquêteurs se durcit en entendant cette phrase. Rousseau serre les poings sous la table, retenant sa colère. Il sait que cet aveu sera une base importante pour impliquer une coopération internationale. Marlène raconte ensuite plus en détail. Shen Yong est connu pour être rusé, changeant toujours de lieu de résidence, utilisant souvent de fausses identités. Parmi ses subordonnés, on l'appelle Monsieur Shen. Un homme qui ne parle pas beaucoup, mais dont chaque mot est un ordre. Il contrôle la route maritime entre Calais, les Pays-Bas et les eaux du Guangxi. Chaque fois qu'il y a un envoi, Marlène reçoit des instructions détaillées sur l'endroit où rassembler les filles, quand partir et à quel navire les remettre. Shen Yong a des hommes dans divers petits ports, ce qui rend sa route difficile à tracer. Rousseau écoute attentivement. Dans son cœur, il réalise que l'opération 924N n'est plus une simple affaire locale, mais qu'elle a atteint une dimension internationale. Il sait que la prochaine étape doit impliquer Interpol et les autorités chinoises. Marlène finit par se taire. Ses larmes coulent lentement. Elle dit qu'elle aussi a peur. Elle sait que ce réseau est vaste et que ceux qui s'y opposent peuvent disparaître du jour au lendemain. Mais après avoir vu les photos des victimes, son cœur ne peut plus tout garder. Rousseau la regarde en silence. Il sait que Marlène n'est pas complètement honnête. Peut-être qu'elle cache encore des choses. Mais l'aveu concernant Shen Yong est une porte majeure qui s'ouvre. Maintenant, le véritable cerveau commence à se dessiner. Une réunion d'urgence est immédiatement organisée cette nuit-là. Rousseau rapporte les progrès à ses supérieurs à Paris. Le nom de Shen Yong est ajouté à la liste des personnes recherchées. Les données collectées seront immédiatement envoyées aux autorités chinoises par la voie diplomatique. La nuit s'avance. À l'extérieur de l'hôtel de police, les lumières de la ville clignotent calmement. Comme si le monde ignorait le grand secret qui venait d'être révélé à l'intérieur du bâtiment. Les enquêteurs sont assis sérieusement dans la salle de réunion. Leurs visages sont durs, pleins de détermination. Ils savent que le chemin est encore long. Mais une chose est sûre, l'ombre sombre nommée Shen Yong est maintenant la cible principale. Le ciel de Paris est encore sombre lorsque le rapport officiel de l'opération 924N arrive sur le bureau de la direction centrale de la police judiciaire. Le nom de Shen Yong y figure clairement comme le cerveau derrière le trafic d'êtres humains qui a coûté la vie à 17 personnes dans la Manche. Le document est immédiatement transmis au ministère des Affaires étrangères, puis par la voie diplomatique France-Chine. En quelques heures, cette affaire passe d'une enquête nationale à une opération transnationale. À Pékin, Interpol Asie-Pacifique reçoit la même nouvelle. Le rapport choque de nombreux officiels. Shen Yong n'est pas un nom inconnu, mais jusqu'à présent, il n'était mentionné que dans des documents de renseignement sans preuve solide. Maintenant, avec les aveux de Marlène et les preuves tangibles du navire de la mort, sa position de chef de file est de plus en plus claire. Cet après-midi-là, au ministère de l'Intérieur à Paris, une réunion interministérielle est organisée. Sont présents des représentants du ministère des Affaires étrangères, de la Marine nationale et de la Direction générale de la sécurité intérieure. Xavier Rousseau est convoqué pour présenter les conclusions directement depuis le terrain. D'une voix assurée, il explique comment Marlène recrutait les victimes, comment le navire transportait les corps, et comment le nom de Shen Yong a finalement été révélé. L'atmosphère de la réunion est sérieuse. Chaque tête acquiesce lentement. Il est finalement décidé que la France demandera une coopération officielle à la police chinoise. L'objectif est clair, traquer et arrêter Shen Yong. Quels que soient les risques. Les jours suivants sont agités. Les documents de preuve sont photocopiés, les dossiers photos des victimes sont préparés et les rapports d'autopsie sont joints. Tout est envoyé aux autorités chinoises par la voie diplomatique. Peu de temps après, la réponse arrive. La police chinoise se déclare prête à coopérer. Elle admet également que Shen Yong est sur leur liste de surveillance depuis longtemps, mais qu'il est insaisissable et change constamment de lieu. Les dernières informations indiquent que Shen Yong opère depuis une petite zone industrielle au Guangxi. L'endroit est camouflé en usine de transformation de produits de la mer, mais sert en réalité de lieu de transit pour les victimes avant qu'elles ne soient vendues. C'est de là que le trafic d'êtres humains transnational est organisé. Rousseau apprend la nouvelle directement lors d'une réunion en ligne avec des responsables de la police chinoise. Il prévoit de mener une opération conjointe,
la France envoyant une petite équipe comme agent de liaison et témoin de l'affaire. Rousseau est désigné pour diriger l'équipe française. Lorsque l'avion atterrit à Nanning, au Guangxi, Rousseau sent un air étranger, sec mais chargé de tension. Avec lui, il y a 2 enquêteurs seniors et un interprète. Ils sont accueillis par des officiers de police chinois au visage dur et vigilant. Au siège de la police locale, une grande carte du Guangxi est affichée. Un point rouge marque l'emplacement de l'usine de transformation de produits de la mer suspectée d'être le quartier général de Shenyang. Là, selon les renseignements, il y a un entrepôt souterrain où les victimes sont cachées. Le plan d'opération est conçu avec soin. Les forces conjointes chinoises seront le fer de lance. Pendant ce temps, l'équipe française est chargée de superviser, de fournir des informations supplémentaires et d'identifier les preuves liées aux victimes françaises. La nuit précédant l'opération, Rousseau est assis dans sa chambre d'hôtel modeste. Il regarde les photos des victimes qu'il a apportées de l'île. Ses jeunes visages semblent le regarder en retour, exigeant la justice. Rousseau se promet en son fort intérieur que cette fois, le grand cerveau ne s'échappera pas. Tôt le matin, l'opération commence. Des centaines de policiers chinois se déploient autour de la zone industrielle. Ils sont vêtus de noir, équipés de gilets pare-balles. L'équipe française se joint à eux, infiltrée dans un véhicule logistique. L'air froid mêlé à la poussière rend la respiration difficile. Mais l'esprit de chacun reste ardent. Lorsque le signal est donné, les forces se déplacent simultanément. Le portail de l'usine est enfoncé. Des cris résonnent et les forces armées entrent rapidement. Plusieurs gardes tentent de résister, mais sont rapidement neutralisés. Rousseau entre également. Derrière la salle de l'usine remplie d'une odeur de poisson, il trouve un passage menant à un entrepôt souterrain. De là, on entend des coups, des pleurs et des cris faibles. La porte en acier est ouverte et des dizaines de personnes au visage pâle apparaissent. La plupart sont de jeunes femmes, assises serrées dans un espace exigu. Cette vue serre la poitrine de Rousseau. Il aide immédiatement les victimes à sortir. Pendant ce temps, l'équipe médicale chinoise intervient rapidement pour leur porter secours. Parmi ces victimes, certaines viennent d'Asie du Sud-Est, et plusieurs s'avèrent être des Françaises disparues depuis des mois. Dans une autre pièce, les forces réussissent à capturer un homme corpulent au visage dur. C'est Shen Yong. Il tentait de s'enfuir par une porte arrière, mais sa course est arrêtée par les forces qui l'ont encerclé. Des menottes sont immédiatement passées à ses poignets. Rousseau se tient non loin de là, regardant droit dans les yeux de cet homme. En son fort intérieur, il se dit que les 17 vies congelées dans la Manche ont maintenant obtenu vengeance. Le grand cerveau est enfin tombé entre les mains de la justice. L'opération se termine vers midi. Des dizaines de personnes sont arrêtées, des centaines de preuves sont saisies. Des documents de voyage, de l'argent liquide, jusqu'aux sédatifs utilisés pour paralyser les victimes. L'entrepôt souterrain est maintenant le témoin muet d'un crime qui était resté caché. Dans l'après-midi, une conférence de presse conjointe est organisée. La police chinoise annonce qu'elle a réussi à démanteler un important réseau international de trafic d'êtres humains grâce aux informations de la France. Le nom de Shen Yong est cité comme le dirigeant, et il est maintenant officiellement le principal suspect. Rousseau se tient derrière le podium, ne parlant pas beaucoup. Il regarde simplement vers la caméra, se souvenant des visages des victimes qu'il a vues à l'Institut médico-légal de Lille. Dans son cœur, il se sent soulagé. Même s'il sait que la lutte est encore longue, au moins une grande étape a été franchie. Cette nuit-là, dans son modeste hôtel, Rousseau rédige son rapport officiel. Il écrit que la justice pour ces 17 vies commence maintenant à se concrétiser. Mais il ajoute aussi qu'il y a encore beaucoup d'autres victimes qui doivent être sauvées. Le voyage n'est pas terminé. Dans la salle de réunion de la PJ de Lille, les enquêteurs sont assis en cercle, le visage grave. Sur la table sont étalées des photos, des cartes marines et des notes d'interrogatoire. Après l'arrestation de Marlène à Calais et de Shen Yong au Guangxi, il est temps de reconstituer le parcours des victimes. L'objectif principal est d'expliquer clairement comment 17 jeunes filles ont été piégées, du début jusqu'à leur fin tragique. Xavier Rousseau se tient devant un grand tableau blanc. Il trace une longue ligne depuis l'Aisne, Clermont-Ferrand, jusqu'en Picardie. La ligne bifurque ensuite vers la route maritime qui se termine dans les eaux internationales. En montrant la carte, il explique étape par étape. Première étape, le recrutement. Martine Le Goff et son réseau parcourent les villages pauvres, les marchés, et même les foyers de travailleurs précaires. Ils approchent de jeunes filles avec des promesses d'emploi à l'étranger. Marlène parle toujours gentiment,
mentionnant de gros salaires, un travail facile et l'opportunité d'aider leur famille. Beaucoup d'entre elles finissent par être séduites, surtout en raison de leur situation économique difficile. Deuxième étape, le transit temporaire. Après avoir réussi à les convaincre, Marlène emmène les victimes dans une petite maison louée en banlieue de Calais. De l'extérieur, elle ressemble à une maison ordinaire, mais à l'intérieur, les victimes sont retenues plusieurs jours. Il leur est interdit de contacter leur famille, de sortir, et on leur dit que tous leurs documents de voyage sont en cours de traitement. Troisième étape, l'envoi au navire. Cela se fait généralement la nuit pour ne pas attirer l'attention. Les victimes sont forcées de boire un liquide mélangé à un sédatif. Elles se sentent faibles, faciles à manipuler, puis sont conduites à l'intérieur du bateau de pêche. La porte de la cale en acier est fermée hermétiquement. Les jeunes corps sont laissés là, dans un espace exigu, avec des dizaines d'autres personnes. Quatrième étape, le voyage de la mort. À l'intérieur de la cale, l'air est vicié, l'oxygène rare. Les victimes qui sont encore conscientes pleurent, supplient et tentent de frapper les parois du navire. Mais personne n'entend, ou plus précisément, personne ne veut s'en soucier. Lorsqu'elles se rebellent, l'équipage augmente la dose de sédatifs par injection. Dans un état second, leur corps se rigidifie. Leur respiration devient de plus en plus courte. Rousseau s'arrête un instant, les yeux embués. Il regarde la photo de l'une des victimes, Sophie Durand de Clermont-Ferrand, retrouvée avec le tatouage de rose sur l'épaule. Il dit que chaque victime a une histoire, une famille et un rêve. Mais dans cette cale sombre, tous leurs espoirs se sont arrêtés. Cinquième étape, la mort. Dans cet espace confiné sans air frais, les jeunes corps perdent lentement la vie. Un par un, ils s'affaissent. La plupart par manque d'oxygène, d'autres à cause d'une dose excessive de drogue. En 2 ou 3 jours, la cale se transforme en chambre de la mort. Sixième étape, la conservation. Les corps sans vie ne sont pas laissés tels quels. Ils sont mis dans des sacs en plastique noir, puis empilés sous des blocs de glace. Pour ce réseau, même les cadavres sont encore considérés comme de la marchandise froide, pouvant être vendue. Les enquêteurs écoutent cette explication le visage sombre. Leurs cœurs sont déchirés en imaginant les derniers instants des victimes. Le maître Henri Duval, présent dans la pièce, sert fort sa propre photo. Il pense à sa fille à la maison, du même âge que les victimes. Il murmure à voix basse, puissent leurs âmes trouver un endroit plus paisible. Cette reconstitution n'est pas seulement un dossier judiciaire, mais aussi un rappel amer de la cruauté du trafic d'êtres humains. Rousseau souligne que ce réseau ne se contente pas de trafiquer des corps vivants, mais qu'il considère aussi les êtres humains comme une marchandise froide qui peut être traitée comme un objet sur un marché. Cette nuit-là, après la réunion, Rousseau sort du bâtiment et regarde le ciel de l'île parsemé d'étoiles.